On est très heureux de recevoir Michel Denisot. Bonjour cher Michel. Bonjour Pascal Praud. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal. Alors c'est un livre, j'ai envie de dire, c'est un livre qui vous ressemble parce que c'est un livre, vous parlez très peu de vous. Il y a quelque chose, on connaît assez peu de choses de votre vie personnelle ou même de vos sentiments politiques ou culturels, on en connaît davantage. Et là, vous faites parler les autres, ou vous avez demandé aux autres d'écrire leur propre aventure, leur propre histoire, parce que parfois c'est vous qui les interrogez, mais la question que je me posais quand je vois par exemple Georges Edith ou c'est Renaud Levantim, Nathalie Yanetta, c'est eux qui ont écrit ou c'est vous qui avez... J'ai interviewé tout le monde. Parfois je l'ai retranscrit en forme d'interview, comme vous avez remarqué, et d'autres fois en simple déclaration. C'est vous qui écrivez, à la première personne le jeu, mais c'est vous qui avez écrit. J'ai demandé, je pouvais poser la même question, t'étais où avant, comment t'es arrivé là, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'est ce que j'ai demandé à tout le monde, aux 70 qui sont là, de toutes les époques de Canal, c'est-à-dire ça concerne 3 générations, des millions de téléspectateurs pour qui tous ces gens-là sont familiers, qui sont encore aujourd'hui, et qui, la plupart aujourd'hui, ont des carrières exceptionnelles, et qui au départ avaient très peu de chances de devenir ce qu'ils sont devenus. Les cas les plus symboliques, c'est Jamel, Omar, Michel Zanavicius, qui a démarré à Canal en faisant des détournements d'images, et puis après il a 5 Oscars à Hollywood. Charlotte Lebon, qui a fait 1 an la météo avec moi, repérée par Spielberg à la météo à Canal+, dans le Grand Journal, et qui est produite par Spielberg après. Donc ce sont quasiment des contes de fées, des histoires improbables, mais qui sont toutes exactes évidemment, et que chacun m'a raconté. Justement, sur tous ces jeunes que vous avez vus arriver, avec l'expérience, déjà, vous étiez un peu plus vieux qu'eux. Est-ce que parfois vous vous êtes trompé dans un sens ou dans un autre? C'est arrivé c'est assez facile de voir les gens qui vont réussir dans notre métier. C'est d'abord des gens qui sont obsédés. Faut être un peu obsédé, quoi. Je pense que vous me démentirez pas. Il faut être obsédé par son travail. Et les Delarue a démarré avec moi, Fogiel a démarré avec moi, De Chavannes a démarré avec moi, Yann Barthès, je vais pas faire la liste, mais je les ai vus arriver tous. Ils faisaient d'abord 1 minute en off, un petit commentaire. Ils étaient là le matin à 8h, ils repartaient le soir à 9h. Ils regardaient 25 fois ce qu'ils avaient fait. Ils étaient très exigeants avec eux-mêmes. Ils nous demandaient notre avis et ils travaillaient beaucoup. Et donc, voilà, la réussite de notre métier, c'est du travail. Alors, on a eu la chance de faire du travail avec beaucoup de liberté. Il y avait des pages blanches, comme dit Pierre Lescure qui a fait la préface. On a démarré sur une page blanche qui est quand même l'idéal dans notre profession, et des gens qui avaient du talent. Et puis après, il y a des concours de circonstances, mais on gagne les concours de circonstances. Quand on est là, il faut être là. Et puis, dans les jeunes, forcément, il y a les doués, les très doués, les laborieux, ceux qui travaillent, etc. Dans les noms que vous venez de citer, je trouve que Jean-Luc Delarue est une sorte de Mbappé ou de Michel Platini, tellement il est doué, tellement il a tout, il est beau, il est jeune. Il pensait toujours à ce qu'il allait faire après. Et donc, Jean-Luc, effectivement, a commencé à faire 1 minute dans une émission qui s'appelait La Grande Famille, que j'ai présenté pendant 2 ans. Je suis devenu président. Il m'a remplacé 2 fois. Je suis devenu président du PSG à ce moment-là. Il m'a remplacé complètement. Il a fait mieux que moi à La Grande Famille. Il a exporté ce modèle-là d'émissions testimoniales ensuite, comme on sait, et il avait une vision. Florian Gazan qui raconte l'histoire de Jean-Luc Delarue dans le livre. Ils étaient toujours en train de prévoir qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans. Mais est-ce que vous le mettez dans une carrière à part, tellement il était doué, savait faire beaucoup de choses? Oui, je pense qu'il pouvait tout faire dans le métier de la télévision. Il pouvait être patron de chaîne aussi. Il aurait pu être entrepreneur. Il aurait pu devenir Zuckerberg, je sais pas, mais il avait un potentiel énorme. Bon, on parlera évidemment de portraits et puis notamment de Charles Bietri, bien sûr, mais vous étiez à ce moment-là à TF1, il y avait une émission que vous faisiez, je crois, qui s'appelait Direct. Champion. C'était Champion? C'était Champion, C'était Champion le dimanche après-midi. Avant ça, vous aviez été avec Yves Mourouzi, où vous présentiez le journal avec lui. Vous commentiez également les matchs de football, donc vous aviez vraiment vous étiez très connu. On disait d'ailleurs, on vous mettait souvent en parallèle avec Michel Drucker, parce que c'était les deux MD, vous avez les mêmes initiales tous les deux. Et puis là, donc mais j'avais pas de chien. Bon, et puis vous partez pour Canal. Et de tous les rôles que vous avez eus, parce que vous avez une carrière atypique, j'ai envie de dire, dans ce monde-là, parce que vous avez été président de club, ça a marché, vous avez été, directeur des sports de Canal, ça a marché, vous avez commenté le sport, ça a marché, vous avez fait des émissions de variété, ça a marché. Tout a globalement marché. Mais quel est le rôle que vous avez préféré?
J'ai toujours tenté de dire le prochain, quoi. Je me suis projeté toujours sur ce que quand je commençais j'ai toujours fait ce métier avec passion, peut-être trop de temps en temps, et je commençais à sentir à un moment donné que j'avais fait le tour d'une émission, j'avais fait le tour d'une fonction, et donc j'ai toujours eu la chance qu'il y ait eu quelque chose d'autre qui arrive. Mais ce qui a compté le plus, ce que j'ai préféré le plus, je pense, c'est quand même les rencontres avec les gens. J'ai eu la chance, j'ai fait à peu près 15 000 interviews, de rencontrer beaucoup de gens et d'avoir des rencontres filmées la plupart du temps, parfois pas filmées aussi, avec certaines personnalités hors normes. Et c'est cette chance-là qu'on a dans notre métier. Justement, ceux qui vous connaissent disent que la seule chose qui vous excitait, c'était l'interview. C'était de prendre votre avion pour aller faire une interview. Quelle est l'interview qui vous a le plus marqué ? Ma réponse change tous les jours. Mais la première qui arrive. Je réponds souvent. Parfois, c'est des interviews courtes, c'est pas forcément. Oui. Bon, il y a le Dalai Lama, ça m'a beaucoup marqué. C'était une période, c'était en 98. J'étais justement, je sentais qu'au PSG, j'avais fait le tour. J'étais à Dharamsala, dans l'Himalaya. J'ai passé une semaine dans le village de son gouvernement tibétain en exil, et j'ai rencontré quelqu'un qui dégage une spiritualité hors norme. Et c'est-à-dire que je comprends, j'étais en traduction simultanée évidemment, mais je ressentais quelque chose qui ne passe pas à l'écran, qui ne passe pas. C'est quelqu'un qui, quand il arrive. C'est comme une sorte d'apparition, quoi. Je suis pas mystique à ce point-là, mais c'est une sorte d'apparition. Et la religion, moi je suis j'ai une éducation catholique, et là la religion bouddhiste m'a beaucoup interpellé à ce moment-là, parce qu'elle ne culpabilise pas. Déjà, c'est déjà une chose. Et je suis revenu, on est tous revenus, on était partis une dizaine de canals en production là-bas. Aucun de nous n'était bouddhiste pour aller faire on a fait notre travail, quoi. Et on est tous revenus avec quelque chose qui nous a marqué, et après c'est plus ou moins durable, mais qui nous a marqué. Et à Canal, sur toutes ces années, quelle est la personnalité la plus marquante à votre avis ? C'est André Rousselet, c'est le fondateur. C'est un entrepreneur qui a eu l'audace de créer ça, qui a eu aussi qui a su donner les clés totalement à Pierre Lescure, Alain de Greff au départ, pour faire ce qu'il voulait sur cette antenne. Donc c'est ça, c'est André Rousselet. Ouais. Et André Rousselet, par exemple, il vous débriefait vos émissions. Non, vous aviez une liberté totale. Non, il avait il avait une forme d'ironie il était quelqu'un de très caustique, hein, très pertinent, très caustique. Il installait toujours une distance, et en même temps, il était très bienveillant avec nous, et il disait toujours « j'y connais rien, mais voilà ce que je pense ». Bon, et puis moi, je me souviens très bien de la première avec Gérard Depardieu, oui. Avec qui vous étiez très proche, parce que vous êtes tous les deux de Châteauroux, et vous devez d'ailleurs suivre son actualité aujourd'hui, avec peut-être un peu de chagrin de voir ce qui peut lui arriver, ce par quoi les accusations qui le visent. Oui, bien sûr. Écoutez, je lui parle de temps en temps, et il traverse une période difficile. Il a, on pourrait dire, la tête sous l'eau. Donc, quand vous connaissez quelqu'un depuis 50 ans qui a la tête sous l'eau, vous n'appuyez pas dessus. C'est pas la peine. Alors, dans le livre, évidemment, Charles Bietri, c'est une rencontre particulière. D'abord parce qu'on pense à lui. Charles Bietri, qui souffre de la maladie de Charcot, ne peut plus parler, n'écrit que peu. Il m'a demandé de raconter son histoire avec Canal. Je la connais bien. Nous étions amis bien avant 1984 et le lancement de la chaîne. Charles était le chef du service des sports de l'AFP. J'étais journaliste à la présentation du JT de 13h de TF1 aux côtés d'Yves Mourouzi. Et puis, il y a un duo qui va se mettre en place. Le premier match, d'ailleurs, c'est à Nantes. Oui, je pense que j'étais dans le stade ce jour-là. Je crois que on est le combien? Aujourd'hui, novembre. On est le 7 novembre. Ouais, mais je ne sais pas si c'est le 7 ou le 9 qu'on a commencé. Et le premier but, je crois, c'est Ali Lodzik qui marque. Il y en a eu 15 jours là. Je me souviens des matchs de foot, j'en ai vu des valises, et je me souviens de celui-là, évidemment, et le but d'Ali Lodzik, 1-0. Alors ça, c'était après, peut-être d'ailleurs. Ça, c'était après. Mais c'est vrai que la rencontre avec Bietri, elle impose un nouveau style, avec plus de rigueur, sans doute, plus de précision, plus d'information.
C'était Thierry Roland qui était le pape du foot en France. C'était une autre manière de commenter. Là, j'ai envie de dire, c'est un autre style. Donc, c'est vous qui êtes le leader. Et généralement, le consultant était plutôt un ancien sportif. Et là, c'est Charles Bietri qui est aussi journaliste et qui va être le consultant. Oui, on échangeait beaucoup avec Charles avant Canal. Donc, on avait des relations amicales. Et quand il était à l'AFP, on se voyait souvent et on discutait justement des retransmissions, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà. Et puis, donc, quand il est arrivé à Canal, avec Jean-Paul Jaude, il faut associer à ce changement qui a beaucoup apporté aussi comme réalisateur, qui était à TF1 à l'époque, mais qui rongeait un peu son frein, donc il est venu à Canal. Et donc, dès le départ, il y a eu une volonté de faire partager le match d'une autre façon. Le son compte beaucoup dans les matchs et le son était occulté. Jusque-là, on n'entendait pas les bruits des crampons dans le couloir, on n'entendait pas le ballon qui tape la transversale. Et tout ça fait que ça crée des émotions beaucoup plus fortes et qu'on a vraiment l'impression d'être au stade, même encore mieux qu'au stade en étant devant sa télé. Et puis, il y avait le travail de Charles, qui était quelqu'un de très exigeant. Donc, on partait, et moi, je faisais la télé du matin, donc j'arrivais le jour même, et lui, il partait 2-3 jours avant. Il s'immergeait dans la vie de l'équipe, et donc, il y avait un gros boulot, oui. On va marquer une pause, évidemment. Vous allez pouvoir interroger, pourquoi pas, Michel Denisot. C'est vrai que cette période-là paraît bénie des dieux. Les jeunes gens, ma génération en tout cas, étaient très attachés à Canal, à l'esprit Canal. Je me souviens de l'émission de Coluche, évidemment Coluche Info, qui passait à 20h15. Ouais. Je me souviens qu'on se réunissait parfois, évidemment, pour voir les matchs de foot, parce que tout le monde n'avait pas un décodeur. Donc les amis parfois venaient chez celui qui avait un décodeur. Il y avait une émission que vous faisiez que je trouvais formidable, qui s'appelait Zénith le soir, qui était à 19h ou 19h15. Oui, 19h20 c'était avant Coluche, quoi, 19h, 20h, 20h15. Qui faisait 1 heure, c'était l'actualité culturelle avec, alors je me souviens, Gainsbourg un soir avec notamment Rita Mitsuko, mais puis un autre soir, le soir de la mort de Coluche, je m'en souviens bien, ce qu'avait été, les gens n'ont pas conscience de ce qu'était Coluche dans la société française de 86. Est-ce que vous allez toujours au Paris Saint-Germain? Est-ce que la passion du foot est intacte? Voilà, c'était ça. Oui, la passion du foot est intacte. Alors, vous regardez avec le même plaisir un match du PSG? Je regarde pas que le PSG, je regarde le foot en général. Ouais, j'aime les grands rendez-vous, j'aime le talent des grands joueurs, où qu'ils soient. Voilà. Donc, mais parfois, certains, soit parce qu'ils ont vu trop de matchs, soit parce que ils sont passés à autre chose, ont un rapport avec le football différent. Mais vous, cette passion du football, et à Châteauroux d'ailleurs, vous allez voir les matchs régulièrement. Elle vient de loin, elle vient de mon père. Oui. Et donc après, je l'ai vécu de 36 façons, effectivement. Bon. Pas comme joueur. Bon, moi, vous savez que je vous aime beaucoup, Michel Denisot, et j'aime pas vous poser des questions qui puissent vous mettre dans l'embarras. Non. Mais en même temps, il y a eu un tifo hier soir dans le Parc des Princes. Donc, est-ce qu'un tifo si important peut être présent dans le stade sans que la direction ne soit pas au courant? Il y a un problème quelque part, effectivement. Bon. Et quand on voit l'ampleur du tifo, donc c'est impossible. Ça rentre pas sous le bras, quoi. Donc c'est impossible. Mais bon, comme vous n'êtes pas venu pour ça, et puis je connais votre. Ça me dérange pas de parler de ça. Je connais une forme de prudence que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas envie de mettre la direction du Paris Saint-Germain dans l'embarras, mais tout le monde comprend que ça peut pas se faire sans que. Il y a un petit problème. Voilà, il y a un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut il faut contrôler. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de contrôle. Je vais au parc de temps en temps aussi, et on est contrôlé beaucoup pour rentrer, ce qui est normal maintenant. Et là, je comprends pas comment un truc d'une telle ampleur a pu rentrer discrètement, quoi. Mais bon. Bon, j'ai vu que l'UEFA, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, n'a pas de sanction contre le PSG pour le tifo pro-palestinien. C'est une information importante à donner. L'UEFA n'engagera aucune procédure pour le message pro-palestinien. Il n'y a pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. L'article 16.4 du règlement disciplinaire de l'instance européenne permet de sanctionner tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante. Manifestement, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui peuvent interroger Michel, Monsieur Boubouk.
On est avec Daniel, si vous voulez. Eh bien, Pascal. écoutez, on va donner la parole à Daniel. Alors, Olivier Guénec, vous parlez parfois des jeunes gens que vous avez vus venir et dont vous avez vu qu'ils avaient quelque chose que les autres n'avaient pas. Eh bien, par exemple, Olivier Guénec est dans cette catégorie. Ah, il merci est beaucoup, arrivé ça me touche. et il y a chez lui quelque chose qui donne de la vie à notre antenne et dans un style particulier qui lui est propre, mais qui fait que ça fonctionne. C'est un compliment toujours, oui, d'accord. Et comment, puisque Ok, nous étions dans une autre maison et je vous ai dit, je viens c'est ici vrai. si vous me suivez avec Laurent Tessier. Tout à fait, tout à Donc, fait. il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, comme dit l'autre. La Merci, question, elle est posée par... Daniel. Bonjour Daniel, Oui, bonjour. et merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Daniel? Un petit village à côté de Nîmes. Bon, est-ce que vous êtes abonné Canal+? Oui, bien sûr, depuis le début. Depuis le début, depuis 84. Oui. Et vous aviez peut-être une question à poser à Michel Denisot? Plus qu'une question, c'était une réflexion sur ce qu'a apporté Canal+ et la participation de Michel Denisot à cette innovation qu'a été Canal+. C'est-à-dire que je ferai un lien entre ce que j'ai ressenti dans les années 50 avec la création d'Europe 1 et le souffle nouveau qu'apportaient les émissions, pour ceux qui aiment le jazz, Salut les copains et tout un tas d'émissions, et l'état d'esprit de Canal+, les reportages sportifs qui dépassaient, je veux dire, ce qu'on avait l'habitude de voir sur les chaînes publiques, des émissions, les films, la diversité de films que l'on pouvait voir, et des émissions. J'ai eu la chance de participer en 93 à La Grande Famille, qui était dirigée par Jean-Luc Delarue, et je dois dire que ce qui m'avait impressionné d'ailleurs, c'est que j'ai appris à la fin de l'émission que Jean-Luc Delarue ne connaissait rien de mon histoire, alors qu'il m'interrogeait sur un thème pour que je le raconte, mais qu'il n'avait eu, lui, aucune connaissance des interviews que j'avais eues pour être sélectionné. Oui. Et donc je tiens à féliciter votre invité pour cette fraîcheur que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a l'habitude, qu'il y a la diversité des choses qui fait que, comme sur Europe 1 d'ailleurs, je ne retrouve plus la fraîcheur des premières années de la création de la chaîne. Et aujourd'hui sur Canal+, c'est du rond. Mais c'est pas ça, c'est que le monde a changé, et Michel le dira. La proximité qu'il avait avec les sportifs, avec les artistes, elle est moins évidente aujourd'hui. Oui, enfin le monde des stars, disons, a changé aussi. C'est-à-dire qu'on avait l'accès facile et maintenant il y a plus d'enjeux financiers aussi dans le football et dans les milieux artistiques. Mais bon, c'est vrai que comparer le passé, moi aussi, je pense qu'on doit être à peu près de la même génération vu les repères que vous avez, monsieur. Mais moi, j'ai eu envie de faire de la radio en écoutant Europe 1 dans les mêmes années, en écoutant Salut les copains, etc. Je pensais jamais que ça m'arriverait d'ailleurs, mais j'étais loin de tout ça. Mais j'écoutais avec une certaine admiration. Après, il y a des médias qui, à des périodes données, donnent envie aux jeunes de l'époque de faire ce métier ou d'aimer ce média, quoi. Donc ça a été le cas avec Canal. Plus, je sais pas si c'est plus difficile, mais moins agréable. Disons, c'est que beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont peur de leurs paroles parce qu'il y a les réseaux sociaux et beaucoup se préservent. C'est vrai pour un sportif de haut niveau, c'est vrai pour un acteur, c'est vrai pour un romancier, c'est vrai pour une personnalité publique. C'est ça qui rend les choses plus compliquées dans une interview. Oui, la parole est moins libre. Voilà. Donc quand vous faisiez Zénith, par exemple, Mon Zénith à moi, qui est une émission, moi je trouve formidable. Vous en avez fait combien ? J'ai fait 4 ans à raison de, je sais pas combien par an, 40 par an. Bon, les gens, moi j'ai des souvenirs formidables. Par exemple, un jour, je crois que Jean Poiret était dans son cercueil. On a fait ça, ouais. On a fait ça. Ouais, on a fait une émission chacun dans un cercueil. Ça vous fait marrer, mais allez-y. Ouais. C'est une archive que j'ai revue l'autre jour dans une émission qui passera sur TMC la semaine prochaine avec Yann Barthès. Et c'est vrai que c'est, c'est comme plonger dans la piscine. Moi, je mets pas la tête sous l'eau, le Coluche non plus. Puis on plonge dans la piscine parce qu'on fait des trucs enfantins. Et donc, ce sont des choses enfantines. Et c'est un peu aussi pour chasser peut-être quelques démons. Bon, là, c'était en quelle année ? En 85, peut-être, avec Coluche ? Oui, par là, ouais. Pourquoi vous étiez si ami avec Coluche ? Pourquoi ? Comment vous étiez si ami ? Comment s'était nouée la relation ? Avec Coluche. Alors, les 6 premiers mois de la chaîne, ça marchait pas.
Au bout de 6 mois, on cherche l'escure de Grève, et Coluche était en plein boom dans cette station l'après-midi. Il faisait un happening qui avait énormément de succès. C'était un triomphe. Et donc, c'était une voix écoutée. Et donc, on contacte Coluche. Paul Lederman, son agent, dit, écoutez, il était copain à l'époque avec Laurent Fabius, qui lui dit Canal va s'arrêter, c'est pas la peine d'y aller. Et je pense que Laurent Fabius et André Rousset n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde dans la vie. Et donc il lui dit ça va fermer. Donc Coluche ne vient pas. Et Paul Lederman nous dit vous connaissez Michel, c'est un affectif. Si vous lui montrez que vous l'aimez, il peut changer d'avis. Je suis mandaté pour ça. C'est-à-dire que Pierre Lescure me dit, à l'époque, Coluche faisait du stock car dans le nord de la France, c'était son hobby du moment, et il avait cassé des bagnoles, il y avait du monde, il se marrait avec ça. Je vais dans le stock car le week-end avec ma femme, et il sait très bien pourquoi je viens. Au bout de 3 semaines, je retransmets du stock car, et au bout de 2 mois, il vient à Canal. Et voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai créé ce lien-là au départ, et puis c'est trouvé que même si on a des modes de vie totalement différents, on avait des affinités, et donc on était voisins de studio pendant plusieurs moments. Donc on était tous les soirs ensemble. À Cannes, il était avec moi tous les soirs. Il me faisait écouter des sketchs qu'il n'a jamais pu faire à cause de l'accident de camion. Et voilà. Donc on avait une relation assez forte. Et dans les relations et dans votre capacité justement à avoir des interviews, cette capacité à créer du lien avec beaucoup de gens et parfois des gens très différents. Ça va de Michel Polnareff, avec qui vous êtes très amis, qui tout d'un coup peut vous envoyer des SMS à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et puis aussi des hommes politiques. Ce lien-là que vous savez créer, c'est un lien qui a permis les interviews que vous avez faites. Oui, je suis très indépendant depuis toujours et je fais partie de rien. C'est-à-dire, je suis très, très libre, très indépendant, et j'ai appris avec Yves Mourouzi ça. C'est-à-dire à créer du lien avec les gens dont on a besoin pour faire des émissions, des gens qui font l'actualité, et en même temps rester libre et indépendant.